On est au printemps et ça signifie que la Ligue des Champions rentre dans sa phase la plus excitante et pour s'y préparer, voyons voir comment jouent les 8 dernières équipes pouvant prétendre à la victoire finale, les 8 meilleures équipes d'Europe. Hey, j'espère que vous allez bien et j'espère que votre équipe préférée va bien. La saison passée, juste avant le Final 8, j'avais fait exactement la même vidéo. Ça vous avait beaucoup plu, ça m'avait beaucoup plu. Je me suis dit alors qu'il fallait automatiquement retenter l'expérience. Je vous rappelle le concept. J'analyse le jeu des 8 meilleures équipes du continent, mais comme ce serait trop long de faire ça dans les moindres détails, je choisis à chaque fois un élément ou deux éléments qui me paraissent importants et qui, dans le meilleur des cas, seront déterminants pour la double confrontation à venir. Et on va commencer ce passage en revue des meilleures équipes avec le collectif le plus méconnu, le FC Porto de Sergio Conceição. Et vous allez voir que son Porto, c'est l'équipe de tous les superlatifs. Si on regarde certaines stats avancées des 8 quarts de finalistes, on se rend compte que souvent, le FC Porto, c'est l'équipe qui fait le plus quelque chose ou le moins quelque chose. Par exemple, c'est l'équipe qui a le moins de possession et parmi toutes les équipes engagées en Ligue des Champions cette année, c'est la deuxième équipe qui a le moins de possession, seulement 38%. Autre statistique, c'est l'équipe qui a le plus faible pourcentage de passes réussies, seulement 75%. Alors je vous disais dans une précédente vidéo qu'il fallait toujours faire très attention avec ce chiffre-là. Toujours est-il que lorsqu'il est si bas, il est forcément significatif, il raconte forcément quelque chose. Autre statistique, le FC Porto, c'est l'équipe qui a le moins de ballons touchés dans la zone offensive, tout simplement parce qu'ils y passent très peu de temps. Quand vous êtes un joueur et que vous affrontez le FC Porto, souvent vous allez être pressé, il y a quelqu'un qui va venir vous déranger lorsque vous avez le ballon. Parce que l'équipe portugaise, c'est l'équipe parmi les quarts de finalistes qui effectue le plus de pression. Et là, vous allez vous dire, attendez, Porto, c'est pas une équipe qui presse. Ils n'ont pas un pressing hyper impressionnant. En fait, il faut regarder où sont faites ces pressions. Et ces pressions, elles sont faites dans la zone défensive des Portugais. Ils sont en bloc bas et ils sortent sur le porteur pour tenter de le gêner, de l'handicaper. Ce sont souvent des pressions individuelles. Et cette dernière statistique, c'est ma préférée. Quand on la voit, on se dit, tout fait sens, ça y est, on a toutes les pièces du puzzle. La charnière centrale, Pepe et Chancel Mbemba, c'est la charnière de toute la compétition qui contre le plus de ballons et qui effectue le plus de dégagements. Il n'y a personne qui peut les tester à ce niveau-là. Et quand je vous dis que tout fait sens, c'est parce que Porto, ils passent tellement de temps en bloc bas, on l'a vu grâce aux statistiques précédentes, qu'ils ont besoin d'être parfaitement souverains dans leur surface. Ils doivent être impeccables, ils doivent faire de leur surface un fort imprenable. Sinon, ils auraient disparu du tournoi depuis très longtemps. Porto, c'est l'équipe qui renvoie le plus de ballons, qui contre le plus de ballons et qui fait le plus de renvois, de dégagement. Et ça tombe bien parce que c'est précisément un point qui peut véritablement mettre en difficulté le Chelsea de Thomas Tuchel. J'ai fait une vidéo récemment au sujet du Chelsea de Thomas Tuchel, je ne vais pas me répéter jusque dans les moindres détails. Ce qu'on peut dire, c'est que depuis que j'ai fait cette vidéo, l'équipe, elle a progressé, mais elle a encore énormément de choses à régler, à commencer par intégrer des pièces telles qu'Havertz ou Ziyech. Et puis plus que ça, ça reste une équipe qui fait circuler le ballon lentement, qui a parfois de la peine à connecter ses lignes entre elles et qui en plus a de la peine à accélérer le jeu quand il faut accélérer le jeu. Et c'est là qu'entrent en scène deux joueurs qui ont été déterminants lors des quarts de finale, Kanté et Kovacic. Eux, contre l'Atlético, ils ont apporté leur supériorité technique. Ils étaient tellement au-dessus techniquement qu'ils ont pu faire circuler le ballon suffisamment rapidement. Ça a mis vraiment en difficulté leur rival. Et puis en plus, au moment de récupérer le ballon, cette circulation rapide, elle a vraiment aidé l'équipe. Contre l'Atlético, j'avais aussi bien aimé le rôle de Mount entre les lignes pour les connecter entre elles et accélérer le jeu. Ce qui est intéressant, c'est que l'Atlético présente pas mal de similitudes en Europe avec le FC Porto. Ça va être un très bon exercice pour les Londoniens de répéter ce qu'ils ont fait face aux Espagnols. Et puis, c'est un type de position auquel Chelsea est habitué parce qu'en Première Ligue, ils rencontrent que ça, tellement ils ont des taux de possession hallucinants. Problème ? Kanté ne sera pas là et on l'a vu ce week-end contre West Brom, la paire Jorginho
plus Kovacic, elle a vraiment pas sorti le match de l'année. Si ces deux-là sont alignés dès le départ, ils vont vraiment devoir hausser leur niveau de jeu. Et je vous parlais avant du point fort de Porto, qui est sa défense de surface. Et bien ça coïncide avec le point faible de Chelsea. Comment est-ce qu'on attaque le dernier tiers? Comment est-ce qu'on arrive dans la surface adverse dans de bonnes conditions? Ils ne vont pas régler ce problème du jour au lendemain. Et du coup, c'est d'autant plus important de faire la différence plus haut sur le terrain, au milieu. Et c'est vraiment là que les hommes de Tuchel sont attendus. C'est là qu'on attend leur supériorité technique. Parlons de Dortmund à présent. Son gros point faible, c'est sa défense basse, sa défense dans la surface. On l'a vu contre Séville par exemple, et d'une façon plus générale, la défense de Dortmund, elle n'a rien d'incroyable. C'est une machine à encaisser des buts, cette équipe, et c'est vrai que si on regarde les composantes de sa ligne défensive, il n'y a pas un grand gardien, et à part Hummels, il n'y a pas de grands défenseurs. On a souvent dû par exemple faire redescendre Emre Can d'un cran cette saison. Comment du coup est-ce que Dortmund est toujours vivant dans la compétition? Eh bien, grâce à la puissance de sa ligne offensive, grâce à cette force de frappe absolument démentielle. Et c'est là qu'il faut parler de qui vous savez, de celui dont il ne faut pas prononcer le nom, Erling Haaland. Plus que son côté tueur, finisseur exceptionnel, sniper, je veux vous parler du jeu de Haaland. Et il y a un aspect de son jeu qui est assez impressionnant, c'est cette capacité à prendre l'équipe sur ses épaules. Quand tout va mal, il n'a aucun problème à redescendre, à toucher des ballons et petit à petit tenter de faire gagner du terrain à son équipe grâce à ses prises de balles, grâce à sa puissance. Haaland, on le dit, c'est beaucoup plus qu'un simple finisseur et on le voit cette saison par exemple quand Dortmund a de la peine. Jadon Sancho, c'est un peu la même chose. On ne parle pas beaucoup de cette qualité-là, mais c'est un joueur qui touche le ballon, qui attend, qui a aucune peine à conserver le ballon quelques secondes grâce à sa qualité technique pour faire que l'équipe remonte petit à petit. Ces deux-là, en plus d'être des garanties techniques, ils ont vraiment la personnalité pour aider leurs coéquipiers quand tout va mal. Alors Sancho, sauf retournement de situation, il ne pourra pas jouer contre City. L'importance de Haaland sera décuplée. Et ça va être hyper intéressant comme duel, parce que d'un côté, il y a cette défense de Manchester City qui est la meilleure de la compétition, parce qu'elle n'a encaissé qu'un seul but, ça c'est assez incroyable, et de l'autre côté, vous avez Haaland, le meilleur buteur de la compétition, qui n'en finit plus d'enchaîner les buts. On a énormément loué les mérites de la charnière Diaz-Stones cette saison. On a enfin l'impression que du côté de l'Etihad, on tient un truc, et ben c'est le moment de passer le test ultime, c'est le moment de se confronter à Erling Haaland. Côté Citizen, on sait à quoi s'en tenir. Ce Manchester City, on le connaît depuis des années, il est immédiatement reconnaissable, on sait que c'est une équipe de Guardiola. Mais une chose très marrante avec les équipes du Catalan, c'est que mine de rien, durant une saison, elles évoluent pas mal. Il y a des innovations, il y a des changements de poste, on voit certaines animations qui sont mises en place et ça a encore été le cas cette saison. Je vous en parlais à l'automne, Manchester City avait des problèmes dans sa circulation de balles, ça devenait caricatural et venant d'une équipe de Guardiola, c'était décevant et très surprenant. Il y avait un défi, c'est comment retrouver ce jeu intérieur de qualité, comment retrouver de la vitesse dans les transmissions et en la présence d'un Rodri qui n'est pas le joueur le plus agile du monde. Et c'est là que le cerveau fantastique de Pep Guardiola est rentré en action, qu'il a placé Joao Cancelo à l'intérieur du jeu, pas seulement pour défendre les transitions offensives adverses comme il l'a fait depuis 4-5 ans maintenant, non, aussi pour donner du protagonisme avec ballon à son latéral droit. Et Cancelo, il a véritablement explosé à ce poste, il est parfaitement au niveau techniquement, c'est un milieu de terrain supplémentaire qui permet justement de dynamiser cet entrejeu anglais et puis une fois que l'équipe arrive dans le dernier tiers du terrain, il a des arguments, à commencer par sa qualité de dribble, toujours déterminant les dribbles dans le football qu'on voit sous nos yeux ces jours-ci, et puis aussi sa qualité de frappe. Bref, vous pouvez l'avoir au milieu de terrain, sur un côté, dans la zone médiane, dans la zone finale, il sera toujours excellent, il sera toujours au niveau. Mieux vaut avoir Joao Cancelo dans son équipe qu'aucun autre latéral droit ces jours-ci, je dirais, parce qu'Alexander Arnold n'est pas dans la forme de sa vie. Bref, pour moi, avec Ruben Dias, c'est l'homme de la saison du côté de l'équipe de Guardiola. Passons au duel des Lions blessés, le Real Madrid contre Liverpool. Le Real cette saison, il a des problèmes de jeu, de niveau, d'effectifs, mais il y a une chose qui est constante depuis 4-5 ans maintenant, c'est cette colonne vertébrale Ramos, Kroos,
Modric, Benzema. Ce quatuor, il est inégalé en Europe. Pour moi, il n'y a pas une équipe en Europe qui présente 4 joueurs au même poste d'un niveau similaire. C'est véritablement la caution de ce Real Madrid, c'est ce qui lui permet d'avancer dans la compétition, de maintenir sa tête hors de l'eau, parce que ces 4-là, ils permettent au Real Madrid de s'en sortir lorsque l'équipe est pressée. Souvent, ce Real Madrid en Europe, il est impressable. C'est fou, hein, mais le Real Madrid, cette saison en Europe, il s'en sort juste grâce à ça, juste grâce à sa sortie de balle, une sortie de balle qui est représentée par ces 4 joueurs-là. Il a battu le pressing de l'Atalanta, de l'Inter et de Mönchengladbach. Une fois qu'on bat ce pressing-là, le Real Madrid peut avoir le contrôle des événements, il a besoin d'avoir le contrôle, il a besoin d'imposer son rythme qui est plutôt lent, mais ça lui convient. On sent qu'au bout d'un moment, le but va finir par arriver. L'équipe est plutôt confortable dans cette disposition-là. Problème, on ne sait pas jusqu'à quand ça va pouvoir tenir. On ne sait pas jusqu'à quand l'équipe va pouvoir se reposer sur ça. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que Sergio Ramos est blessé. Et on a vu la saison passée ce que ça donnait un Real Madrid sans Ramos. C'était contre Manchester City au match retour. City, pour lui, ça a été un jeu d'enfant de presser ce Real Madrid-là. L'équipe, elle n'a jamais vraiment pu ressortir de son camp sur la durée et du coup, elle n'a jamais pu rentrer dans le match. Ce match-là contre City, ça a été une exception sur les 4-5 dernières années en Europe pour les hommes de Zidane. Alors, Zinedine Zidane, en l'absence de son capitaine, ce qu'il tente depuis quelques temps, c'est une défense à 3 centraux pour avoir un homme de plus en première ligne, un homme de plus à la base pour pouvoir mieux ressortir le ballon et pourquoi pas faire rentrer, mais c'est vraiment un pourquoi pas, un Isco ou un Marcelo, ces joueurs qui, à défaut d'être bons physiquement par les temps qui courent, restent exceptionnels techniquement. Dans tous les cas, je suis convaincu que l'enjeu numéro 1 de cet éliminatoire pour les Madrilènes, c'est à quel point ils vont pouvoir réussir leur sortie de balle. La sortie du Real contre le pressing de Liverpool, pour moi, ça va être là où tout va se jouer. Liverpool, comme Manchester City par exemple, on les connaît, ça fait 3 ans qu'on les côtoie. C'est une équipe qui est reconnaissable, c'est une équipe qui appartient à son entraîneur Jürgen Klopp. Mais cette saison, il y a une chose qui plombe complètement le jeu des Reds, évidemment, c'est leur défense. De base, maintenir une ligne défensive haute, c'est un sacré défi. Un défi qui a été brillamment relevé grâce à l'apport dans cette équipe de Virgil van Dijk. Mais Van Dijk s'en est allé, et déjà, alors c'était quasiment utopique de pouvoir maintenir la hauteur de la ligne défensive, mais en plus, on a perdu avec le temps Henderson, Gomez, Matip, bref, impossible d'être souverain défensivement si vous avez 50 mètres à défendre dans votre dos avec des défenseurs qui sont soit pas au niveau, soit complètement inexpérimentés. Et ça, ça plombe toute la saison de Liverpool. C'est pour ça que je vous disais plus tôt que l'enjeu numéro 1 de cette rencontre, c'est le pressing des Reds contre la relance sous pression merengue. Si Liverpool arrive à presser avec succès, ça va leur éviter d'être confrontés à énormément de problèmes. Si leur pressing ne fonctionne pas, ça va être extrêmement compliqué. Le Real Madrid va avoir des boulevards à attaquer contre une défense faible et un Alisson qui vit vraiment pas la meilleure saison de sa carrière. On a vu certaines situations de ce style dans la rencontre contre Leipzig. On a vu Liverpool en difficulté dans la rencontre contre les Allemands lorsqu'ils n'arrivaient pas à les presser avec succès. Alors, l'une des choses qui pourrait faire que Jürgen Klopp fasse un peu redescendre cette ligne défensive pour moins s'exposer, c'est le contexte Ligue des Champions. À la différence de la Première Ligue, où il faut prendre des risques à chaque journée pour aller chercher les 3 points, une éliminatoire de Ligue des Champions, c'est long, il n'y a pas besoin d'être toujours pied au plancher. C'est une solution parmi d'autres. Pourquoi pas? Mais c'est vrai que Jürgen Klopp, il est tellement bon tactiquement que c'est difficile de l'imaginer ne pas avoir un tour dans son sac ou une petite adaptation, une innovation pour peser sur la rencontre et aider ses joueurs. Et enfin, l'affrontement qu'on attend tous sûrement avec le plus d'impatience, le duel entre le vice-champion d'Europe et le champion d'Europe, le PSG contre le Bayern. Le match aller de cette double confrontation, on l'analysera ensemble en direct sur la chaîne mercredi soir. On avait déjà tenté l'expérience après le Barça PSG, ça avait été très concluant. Du coup, rendez-vous mercredi soir sur le coup des 23h pour analyser cette rencontre-là. En préambule, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a 2 façons d'appréhender ce Paris Saint-Germain. L'une, elle consiste à pointer du doigt les difficultés récurrentes du Paris Saint-Germain, des difficultés qui durent depuis des années. Ça fait des années que le Paris Saint-Germain n'est pas exceptionnel
à l'heure de relancer sous pression et qu'au milieu de terrain, énormément de choses reposent sur les épaules de Verratti, parce que Gay, parce que Danilo, parce qu'Herrera, parce que Paredes même, on connaît leurs limites. Et l'autre approche, elle consiste à dire oui, le Paris Saint-Germain a des difficultés, mais ça fait un moment que ces difficultés, elles ne l'empêchent pas d'être compétitif. En ce sens, ça me fait un peu penser à l'équipe de France, on lui tape dessus durant les qualifications, mais arrive le moment déterminant et l'équipe, elle est au niveau, elle peut battre n'importe qui. Et pour cette année, c'est cette approche que j'ai choisi d'adopter. Et j'ai choisi d'adopter cette approche, notamment parce qu'au vu des absences de Verratti et de Paredes pour le match aller, je crois qu'il n'y a personne qui s'attend à voir un PSG reluisant dans le jeu et dans l'entrejeu. Et à défaut de pouvoir être bon dans la zone médiane, le PSG peut être bon dans les extrémités du terrain, les fameuses deux surfaces. En ce qui concerne la surface adverse, on l'a vu la saison passée contre Dortmund, contre l'Atalanta, contre Leipzig, l'équipe elle était au niveau. Quand il fallait marquer, elle a marqué et la marge de progression, c'était lors de la finale, par exemple avec cette grosse occasion qu'Mbappé rate. Et cette saison, on l'a vu contre le Barça, quand il fallait marquer les buts parce que l'équipe n'était pas forcément dans un temps fort, l'équipe marquait les buts. Dans sa propre surface, l'équipe peut compter sur le gardien le plus déterminant de la compétition sur les 5 dernières années, Keylor Navas, on l'a encore vu lors du match retour contre le Barça. Et puis dans leur propre surface, Kimpembe et Marquinhos, ça reste quand même de sacrés défenseurs. Du coup voilà, à défaut d'être bon, excellent dans le jeu et d'être une équipe parfaitement cohérente, au moins être bon dans les deux surfaces, et je pense que le Paris Saint-Germain peut effectivement être bon de part et d'autre du terrain. Concernant le champion d'Europe et le favori, le Bayern, la question c'est est-ce que cette approche si risquée, si osée, qui a si bien fonctionné la saison passée, est-ce que cette approche elle peut encore être maintenue cette saison? Parce que le Bayern, comme beaucoup d'autres équipes présentes à ce stade de la compétition, a quelques problèmes défensifs. Si on regarde les expected goals concédés, l'équipe est seulement 7e du classement en Bundesliga, et si on regarde les vrais buts, les buts vraiment concédés, l'équipe a quand même 14 buts ou 13 buts de plus encaissés que la meilleure défense du championnat, Leipzig. Une autre stat qui arrange vraiment pas les Bavarois, c'est que les tirs que concède le Bayern en termes d'expected goals, ils ont une valeur très élevée. En fait, les rivaux du Bayern arrivent à tirer dans de très bonnes positions. Alors comment est-ce que le Bayern peut espérer masquer ses carences défensives? Eh bien comme Dortmund avec son potentiel offensif. Offensivement, cette équipe du Bayern elle est exceptionnelle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout l'enjeu, ce sera de voir à quel point le rythme infernal que l'équipe peut imprimer aux rencontres, son pressing, qui il faut le dire est le meilleur pressing des quarts de finalistes, et ce que j'appellerais les atouts dans le jeu du Bayern. Je pense par exemple aux diagonales de Kimmich qui permettent de renverser le jeu et de prendre un peu l'adversaire au dépourvu, les projections de Goretzka qui sont toujours difficiles à lire, à défendre. Il est en train de marquer beaucoup de buts cette saison de cette façon-là, et puis aussi Thomas Müller qui est indéchiffrable dans le jeu, toujours difficile à défendre. Bref, est-ce que le rythme, le pressing et les atouts dans le jeu peuvent masquer les carences défensives de l'équipe? Oui, Lewandowski sera absent, mais le Bayern offensivement a suffisamment d'arguments pour mettre en difficulté tous les adversaires du monde. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, et plus que ça, j'espère que vous aurez appris quelques petites choses par-ci par-là sur le jeu des dernières équipes pouvant prétendre devenir championne d'Europe. Si c'est le cas, n'hésitez pas à accorder à cette vidéo un pouce bleu, et nous on se retrouve, pas dimanche prochain, avant mercredi pour analyser ensemble ce match aller entre le Paris Saint-Germain et le Bayern. D'ici là, portez-vous bien. Allez, à toutes.